Donc, dans cet article, Alastair Crooke parle d'un événement. Alors, les ennemis intérieurs et l'inconfort de la vérité, c'est un moment où il nous parle de euh, le, le totalitarisme européen d'aujourd'hui est-il d'un type plus raffiné et moins violent, donc méritant un pass, comme le pass sanitaire? C'est ça la question qu'il pose. Il commence par une anecdote avec Jamal Khashoggi, qui connaissait un peu. Donc je vous raconte en gros l'histoire, c'est qu'il était dans un bar le soir, il discutait avec ses potes, et le lendemain il a reçu une lettre anonyme qui lui disait: j'ai entendu ce que tu as dit, sens-toi menacé. Et donc le gars, Khashoggi, il a réfléchi, il s'est dit: attends, c'est dingue, c'était pas celui qui était à gauche, c'était pas celui qui était de l'autre côté, il pouvait pas nous entendre, alors forcément le mec qui nous a écouté, il était à ma table lui-même. Et je me rendais même pas compte. L'ennemi était parmi nous. Ça, c'est la base de sa réflexion pour essayer d'amener l'idée que euh, de quelle est la place du néonazisme dans la réflexion. Je n'aime pas parler de néonazi parce que le nazisme était une doctrine politique clairement définie, alors qu'en Ukraine, nous parlons d'une variété de mouvements qui combinent toutes les caractéristiques du nazisme, comme l'antisémitisme, le nationalisme, l'extrême violence, etc., sans être unifiés par une seule doctrine. Il s'agit plutôt d'un rassemblement de fanatiques. Ça, c'était la définition que donne Jacques Beau, donc officier supérieur du renseignement de l'OTAN, qui utilise que des données connues Made in Occident pour faire ses analyses. Récemment, il a fait remarquer ça sur la révolution du Maïdan. C'est intéressant parce que, tiens, je te le sors. Euh, Tac, tac, c'est facile. Je fais un petit tour par là. Oui, attends, il était là directement. Un article de lui. Notre TSC étudie la progression du néonazisme en Occident. Et ce qui se passe d'intéressant, c'est que ils sont dans un nouveau travail qu'ils commencent à faire, c'est de créer un dictionnaire des définitions des termes à l'échelle internationale qui doivent être figés une fois pour toutes de façon à consolider un dialogue et une discussion qui soit concrète. Parce que si on n'utilise pas les mêmes mots, on peut même pas s'entendre. Donc le terme de néonazisme qui peut être alors que moi j'ai défini de la même manière que lui, c'est très bien dit ici, en prenant les caractéristiques communes et en essayant d'appliquer les critères du nazisme qui font le nazisme à des activités, quelles qu'elles soient, ça permet d'appliquer le terme de néonazisme à des évolutions de l'ancien nazisme. En tout cas, ça permet de le généraliser. Voilà, dans mon optique, c'était de le généraliser. Mais eux, ils font pas ça. Ils veulent pas le généraliser. Ils veulent simplement, enfin, ils le généralisent d'une manière plus prosaïque que je ne l'ai fait. Et donc, ils essayent de donner une définition du néonazisme qui soit plus stricte et plus structurée. En tout cas, plus claire et plus facile à comprendre. Donc, en gros, ils expliquent que le nazisme se caractérisait par l'époque du culte, à l'époque industrielle, et aujourd'hui, il promeut une organisation totalitaire à l'ère des réseaux sociaux. Donc, là, on a une différence d'échelle, en fait. Parce que le chef d'une nation, là, on a le chef d'une organisation qui peut être transnationale. Le nazisme historique était surtout dirigé contre les juifs, alors que le néonazisme met surtout en avant le suprémacisme blanc. Et même, comme ils sont dans un document préparatoire, on peut se contenter simplement du suprémacisme. C'est un terme qui est utilisé par Lavrov pour décrire en gros le complexe de supériorité de l'Occident qui est insupportable. Le nazi avait un culte de la guerre, tandis que les néo-nazis célèbrent simplement la violence et le chaos en termes généraux, comme lui il l'explique ici. Ce sont donc des fanatiques. Donc on a une définition bien établie maintenant du néonazisme, tac, qui permet donc d'avoir des discussions relativement concrètes sur ce qu'est ou ce que n'est pas le nazisme. La question ici c'était que Lavrov avait fait une déclaration pour dire si Hitler était juif, après tout on s'en fout parce que de toute façon, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Hein. Ça avait déclenché un tollé mondial. Et ce tollé mondial dont il parle ici euh, a ensuite donné lieu à la définition qu'on a vue juste avant. Donc c'est intéressant. Dans cet article, en fait, Crook nous parle de la dimension nazie qui est euh, non visible, euh, pas forcément visible facilement d'ailleurs.
C'est pour ça qu'il y avait cette allusion à l'expérience de Khashoggi, comme quoi l'ennemi peut être intérieur sans qu'on le sache. Donc le nazisme peut très bien être intérieur à nous-mêmes sans qu'on en soit vraiment informé, parce qu'on ne peut pas le voir. Et c'est ça qui est terrifiant, en quelque sorte. Donc le regretté professeur Stephen Cohen, qui est un auteur qui était très largement cité sur cette base de données, donc on peut retrouver facilement, était un éminent spécialiste de la Russie, a mis en garde avec prescience en 2018 la collision de l'Amérique avec les néo-nazis. Le revivalisme fasciste ou néo-nazi est en cours aujourd'hui dans de nombreux pays, et enfin de l'Europe aux États-Unis, mais la version ukrainienne revêt une importance particulière et représente un danger particulier. Euh, un mouvement fasciste important en pleine expansion bien armé est réapparu dans un grand pays européen qui est l'épicentre politique de la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie, et en fait un mouvement qui non seulement nie l'Holocauste mais le glorifie. Mais de telles forces pourraient-elles prendre le pouvoir à Kiev? Pour l'interrogation. En 2018, c'était déjà un peu le cas, mais c'était pas visible. Mais c'est effectivement ce qui s'est produit ensuite. Comme quoi, c'était de la prescience. Euh, mais le point essentiel, attends, je vais te le sortir, ici, est que cette structure de continuum idéologique n'est point remise en question par le consensus général. Là, il parle du continuum de le paragraphe avant. Aujourd'hui, la rigidité structurelle, ça c'est un terme super intéressant parce que j'ai étudié la souplesse structurelle. Donc, c'était un élément extrêmement important pour une société. Et donc là, il parle de cette rigidité structurelle de la pensée occidentale, veut que les conservateurs de toutes sortes. Attends, non, je m'étonne une seconde sur la rigidité structurelle. Veut que les conservateurs, ça veut dire que, en fait, ils ont une pensée qui est typiquement incapables de comprendre la dynamique de la pensée. Donc ils ont une pensée qui est figée. Quand ils ont une idée reçue sur quelqu'un, sur quelque chose, cette idée reçue détermine cette personne en entier et pour toujours. Donc si, voilà, c'est ça, c'est la première impression définit tout. Donc c'est ça la pensée occidentale. Donc si on a une idée et une définition sur une personne, cette personne est comme ça dans tous les domaines, tout le temps, elle sera toujours comme ça, tout le temps. Et c'est ça qui est terrible dans ce qu'il appelle la rigidité structurelle de la pensée occidentale. En réalité, un cas de figure n'est pas définissant des autres cas de figure, et d'autre part, ces cas de figure, cette compréhension des cas de figure peut évoluer avec le temps et on peut changer d'avis, hein, simplement, on a le droit de changer d'avis. Les occidentaux, eux, ils n'ont pas le droit de changer d'avis, ils ne changent jamais d'avis. On change les personnes, mais pas les opinions. Et les personnes changent si l'humeur change d'une certaine manière, mais il faut que les époques changent pour ça. Donc ça c'est vraiment très difficile. C'est normal quand on est sur une échelle globale, en fait, une très grande échelle humaine. Les choses se font lentement et c'est comme un paquebot qui, pour prendre un virage, a besoin de prendre 3 km d'élan. C'est ça l'idée. Et c'est comme ça que ça se définit. Donc on a une pensée occidentale qui est très lente à bouger et à évoluer. Bon, dans sa phrase, il explique que finalement, alors, attends, je te relis la phrase. La rigidité structurelle de la pensée occidentale veut que les conservateurs de toutes sortes, des conservateurs du milieu de la route à right, et finalement aux fascistes, coexistent sur un même continuum idéologique. Donc c'est ce que je disais, sur une pensée linéaire et statique. C'est ça, hein, linéaire et statique, c'est ça qui définit le truc. Ce qui définit qu'ils sont tous de la même espèce, séparés simplement par un degré, de gauche à droite. Et la gauche, en revanche, est censée n'avoir aucune implication dans le continuum de la droite. Bon voilà, c'est vraiment une pensée manichéenne, simplifiée. Simpliste. Oui, simpliste, c'est bien. Et le point essentiel ici est que cette structure de continuum idéologique de droite n'est pas remise en question par le consensus général en général. En effet, la logique consistant à qualifier toute personne conservatrice d'extrême droite est donc politiquement intouchable, en dépend.
Cela fonctionne tout le temps comme ça. Nous avons vu constater cette rigidité structurelle particulière lors de la récente élection présidentielle française. Tiens, tadam, on parle de nous. Pour ramener au pouvoir un candidat largement impopulaire. Et, euh, et là, la question de toute l'histoire des sciences et de la philosophie, toute l'histoire de l'humanité, la question, la seule et unique question qui vaille, mais que se passe-t-il si l'hypothèse de base sous-jacente n'est pas valable? Que se passe-t-il si le soi-disant fascisme, en tant qu'idéologie et méthode de pratique politique, ne pouvait pas être placé dans un endroit préassigné du spectre politique? Et s'il était aussi présent à gauche qu'à droite? Personne, même Hannah Arendt, n'a réussi à définir le fascisme, et pourtant, malgré une grande confusion des interprétations extrêmement divergentes, Johann Goldberg écrit dans un fascisme libéral, c'est le nom de son livre, que de nombreux libéraux et gauchistes modernes agissent comme s'ils savaient exactement ce qu'est le fascisme. Ça, c'est la joie et les certitudes. Qui plus est, ils sont choqués de le trouver partout. Russie, Chine, Iran, tout le monde quoi, le mec qui balaye dehors, le coiffeur, le vendeur. Euh, Sauf toutefois quand il se regarde dans le miroir. Tadam. C'est vraiment puissant. C'est la Starcrook hein, quand même. C'est pour ça que on est toujours très content de le lire. Donc, qu'est-ce que le fascisme? Où est-il? Où se trouve-t-il? Comment le localiser? Comment l'isoler? Comment le définir correctement? Ça, ce sont les questions qui permettent de se décrotter, de sortir de la boue d'une pensée occidentale qui est complètement enlisée dans des certitudes en fait et des croyances irrationnelles. Bon, je vais pas m'étendre davantage. Mais la contribution essentielle d'Arendt a été de reconnaître le point commun essentiel entre le nazisme et le communisme, c'est-à-dire le lien qui réside dans le totalitarisme commun, en tout cas comme il disait tout à l'heure, les critères qu'ils définissent. Le totalitarisme diffère essentiellement dans les formes d'oppression politique. Partout où il s'est levé au pouvoir, il a détruit toutes les traditions sociales, juridiques et politiques des pays. Et de la même manière en fait que le libéralisme, le système libéral en tant que comment ça s'appelle, en tant que RI, en tant que relations internationales, a pour objet de dissoudre les États. Donc de la même manière, euh, le totalitarisme sert à détruire les traditions sociales, etc., la culture des pays particuliers. L'analyse d'Arendt oblitère la structure standard gauche-droite, ou du moins la rend discutable. Et oui, bah, en tout cas, je comprends qu'elle elle n'en tient pas compte parce qu'elle est déjà dans une autre pensée, une autre façon de penser beaucoup plus dynamique et appropriée à la situation, en tout cas plus précise. Donc c'est normal. Faut pas s'en étonner. Hein. Euh, c'est quand même une grande philosophe. Donc voilà, devons-nous conclure aujourd'hui que le totalitarisme européen est d'un type plus raffiné, moins violent et méritant un pass? C'était la question qu'il posait. Voilà, ça c'est intéressant. Ça valait le coup, ça valait le détour hein, quand même. Parce que c'est notre question de la guerre des paradigmes. Euh, oui, bon, là les médias occidentaux, ok, on a l'habitude, parce qu'en fait on sait que les Occidents, ils ont l'habitude de d'exprimer les occidentaux pardon ont l'habitude de faire la guerre sur le plan du qu'en dira-t-on, le qu'en dira-t-on, le ce qu'en diront les gens. C'est vraiment ça l'objectif et le principal arme de l'Occident, c'est le ce qu'en diront les gens. C'est grâce au ce qu'en diront les gens qu'on peut affirmer toutes sortes de politiques, dont l'intérêt de la bien-pensance ou du politiquement correct. Là, on a cette réflexion au coup de gueule de Boris Gunadevich Karpov. J'ai honte pour vous, lâches occidentaux. En fait, ça c'était parce que à un moment donné, il y a eu le coup de sang. En fait, ils ont envoyé une bulle de sang sur un consul de Russie qui était en Pologne en train de défiler pour le 9 mai, le jour de la victoire. Et donc,
Les médias s'en sont empressés d'en parler, évidemment. Euh, et c'est extrêmement scandaleux. Faut savoir qu'en Russie, quand même, le... alors il y a la marche des immortels qui est là, qui est encore un autre événement qui est venu s'ajouter, un événement qui a été créé par le peuple lui-même, spontanément, c'est né dans la société. C'est un moment où on rend hommage aux gens qui sont morts au combat. Et c'est un mouvement social, et c'est extrêmement pertinent d'observer ça parce que c'est vraiment spontané. Ils ont en tout cas un très grand attachement à ces moments de commémoration. Et gâcher ça avec une tache de sang, franchement, c'était la pire des insultes possibles à faire pour les Russes. Et c'est pour ça qu'il a dit j'ai vraiment honte pour vous, parce que franchement, on voit le pays des droits de l'homme livrer des armes aux nazis, simplement. Le soutien aux nazis est-il culturel? On se souvient en effet que la France a préféré se rendre et collaborer activement avec le régime nazi plutôt que de le combattre, n'est-ce pas, hein, les gars? Le siège de Leningrad c'était en Russie. Paris a été déclarée ville ouverte, Open Society. Voilà une mentalité bien différente. Donc de quoi vous la ramenez, franchement? La France fut jadis le phare culturel et moral d'une grande partie du monde. C'est aujourd'hui une pétaudière où règne une bacchanale totale, sombrant dans la folie, sous les regards béats des Français. L'ensemble de l'Europe suit la même voie, à part quelques exceptions, mais bon, quand on voit la Pologne, etc., c'est vraiment la honte. Et aux yeux du monde entier, hein, qui a étudié à l'école le fait que la Russie a gagné la guerre, et pas les Occidentaux, que les Occidentaux ont été sauvés par les Russes, voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment la déchéance pour l'Occident, quoi. C'est la honte absolue aux yeux de l'humanité. Alors vous qui êtes tant intéressé par le camp dira-t-on, est-ce que ça vous intéresse de connaître le camp dira-t-on de 90% de la planète, à part vos simples médias? Voilà. C'était. Tiens, on va faire une pause là et on va prendre la suite après.